Ah voilà, ça y est. Donc on va terminer cette petite session sur une présentation peut-être un petit peu plus technique. Tout le monde a parlé depuis tout à l'heure de web service et moi j'ai décidé de vous montrer comment on en écrit un. Je vais vous présenter un outil qui va peut-être vous permettre de dire « Ah ben finalement je peux le faire moi-même ». Donc je m'excuse auprès des non-développeurs, je vais être un peu grossier, mais bon. Peut-être d'abord de vous présenter donc, Olivier Franco qui travaille à la DSI de notre école, que je vous présenterai après, et donc qui est le grand maître de notre portail de Java et de tout ça, et donc il a été mon premier client, puisqu'il a incorporé notre web service au portail et suite. On vous montrera donc en deuxième partie. Et moi je m'appelle Patrick Paulet, donc je suis enseignant en informatique, et puis donc je m'occupe des instances de Moodle dans l'INSA, qui, comme vous le savez peut-être, est une école d'ingénieurs qui appartient à un réseau de 5 écoles. Voilà une présentation un petit peu rapide. Donc j'ai tenté d'utiliser le système Moodle pour supporter un petit peu cette présentation. Bien entendu, il y a le PowerPoint à la fin. C'est toujours marqué version préliminaire, mais évidemment c'est la version finale. En dessous, vous avez le texte d'Olivier. Et à l'intérieur de la présentation, vous trouverez des liens vers des ressources qui sont directement sur le cours. Donc je vais prononcer des grossièretés comme SOAP, VSDL, etc. Vous avez des liens vers Wikipédia qui vous expliqueront comment tout ça fonctionne. Le projet existe depuis 1 an et demi et bien sûr nous avons un site de documentation qui est en anglais puisque mes premiers clients étaient principalement anglophones. Donc j'ai tenté de rapatrier sur le site MoodleMoot des versions traduites de certaines de ces pages. Donc vous trouverez le site du projet, le VSDL, on en parlera tout à l'heure, des petites démos vidéo si vous voulez essayer quelques petites bricoles, le code du serveur, la référence des points d'entrée. Donc vous pouvez vous balader sur ce site, tout ça c'est pour moi. Vous ne devriez pas le voir mais ça ne fait rien. Donc on va tenter de lancer la présentation orale, tout va bien. C'est du PDF. Oups, tu me fais quoi là? Ah oui. Je n'avais pas prévu cette... On peut agrandir ce machin là? Bon, c'est pas excessivement joli. Je peux changer avec ça, pas vraiment. C'est vrai que nous n'utilisons pas PowerPoint chez nous, puisque nous sommes des libristes purs et durs et militants. Donc, on convertit tout en PDF. Bien, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, pour passer à la page suivante avec cet outil, j'avoue ne pas savoir comment faire. Ah ben voilà, oui, d'accord. On va poser le micro 2 minutes. Hop là. Il est parti, c'est pas vrai. C'est curieux, quand une machine Windows me voit, elle me fait des caprices. Allez savoir pourquoi. Elle a même oublié le modèle mot. Non, c'est pas vrai. Je suis navré, je vous mets en retard. Il paraît qu'après on a un arrosage. Voilà. Bon. Ça va, se rappelle de moi, c'est déjà bien. Bon, on est parti. J'ai l'impression désagréable qu'il n'a pas trop apprécié mon PDF. Enfin bon, on va voir. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet peut-être. Ah, il veut bien le faire, mais j'ai pas l'impression qu'il veuille le faire. Bouton droit, enregistrer la cible sous. Ben non, on va essayer. Eh oui. Non, mais je vais aller dans les autres fichiers et puis je vais cliquer dessus directement. Là, je pense que... Attendez, on va y aller. Là j'ai le CDP, voilà.
déjà un peu mieux, j'ai une autre fenêtre. Ouais, on va le faire tout de suite, on ne sait jamais. Il l'a mis dans mes documents, c'est magnifique. Et puis on va essayer de... Ben voilà. Bon, restons calmes. Bien, donc, pardon. Le mot web service a été prononcé de nombreuses fois. Hein. Donc le principe d'un web service, c'est un vilain copier-coller de Wikipédia. Hein. C'est de permettre donc la communication entre des applications hétérogènes, différentes, et s'exécutant sur des machines différentes. Donc évidemment, on va passer par le web. Hein. Bon, on ne va pas trop s'appesantir là-dessus. La notion de web service est très utilisée dans les applications Java entreprise et native dans les produits Microsoft avec la série .NET. Donc il était important de la mettre en place dans Moodle. On ne va pas trop s'appesantir sur les définitions. Alors les avantages principaux, évidemment, c'est le mot-clé, c'est l'interopérabilité entre les différents logiciels. Un deuxième avantage, c'est qu'on utilise des protocoles ouverts, on fonctionne en général en s'échangeant de l'XML. Donc c'est sympa, c'est facile à tracer, c'est aussi facile à sniffer, donc il faut penser un peu à la sécurité. Bon, mais donc c'est relativement facile à débugger. En plus, c'est basé sur de l'HTTP, donc il n'y a pas besoin de donner de droits particuliers aux futurs clients. Ils n'ont pas besoin d'attaquer directement une base de données chez vous. Ils appellent par HTTP l'URL qui va bien, et boum, si tout va bien, ils ont la bonne réponse. On chercherait plutôt à les empêcher de venir plutôt qu'à les bloquer sur ce coup-là. Et puis un autre intérêt des web services, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de développement qui les connaissent en natif et qui permettent de générer automatiquement les classes de Java, de Python, de PHP, qui vont nous permettre de les attaquer directement. Donc ce n'est pas la peine de coder des centaines de lignes dans ces langages. On a des outils particuliers qui analysent ce qu'on appelle un WSDL, donc la description des services, et qui génèrent automatiquement les classes Java ou les classes correspondantes. Donc si vous connaissez un petit peu la programmation objet, il vous suffit de créer une instance de ces classes qui ont été générées, et ensuite d'appeler les méthodes correspondantes, et le tour est joué. Voilà donc le gros intérêt de ça, c'est qu'on peut relativement facilement écrire des clients, et on peut aussi relativement écrire des serveurs, sauf pour PHP. Et comme Moodle est écrit en PHP, donc je ne me suis pas intéressé à cette partie-là. Les inconvénients, parce que malheureusement il y en a. Bien, les inconvénients, c'est que c'est comme toutes les normes, elles évoluent tout le temps. Et certaines normes sont un petit peu récentes. On verra tout à l'heure les 3 grands protocoles de web service. Et en particulier pour la norme SOAP que j'ai utilisée, il y a 2 acteurs qui tirent. Il y a évidemment IBM et Sun qui tirent d'un côté, Microsoft qui tire de l'autre, et le W3C au milieu qui essaye de les rapprocher de façon à ce qu'il y ait une norme, et ce n'est pas tout à fait au point. Donc on a quelques petits problèmes à ce niveau-là. Le problème, à mon avis, le plus dramatique, Olivier vous en parlera, c'est la lenteur, ou la relative lenteur. C'est-à-dire que le client envoie des données au serveur, donc la couche client empaquette ces données dans le XML, ça transite par le réseau, le serveur le récupère, le désempaquette, je ne sais pas si c'est français mais bon, le traite, le rempaquette la réponse, repose ça sur le réseau, le client le récupère et le désempaquette. Donc c'est un peu plus lent que des techniques que les programmeurs Java connaissent, comme Corba ou RMI, où on attaquait directement des procédures sur un serveur distant. Mais bon. Ça peut se gérer avec du cache, hein, Olivier vous en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'avantage de l'HTTP. Évidemment, ça va devenir un inconvénient. Il faut penser à les sécuriser, hein, puisque ça veut dire que n'importe qui a l'adresse de votre point d'entrée du web service pourrait vous accrocher. Et donc consulter des choses que vous ne voudriez pas qu'ils consultent. Mais bon. Alors, il y a 3 façons de communiquer entre un client et un serveur en utilisant les web services. Il y a toujours plus ou moins XML dans le circuit. Le plus ancien, c'est XML RPC, qui est utilisé actuellement par Moodle, par leur fameux MNet, MoodleNet, qui permet à des serveurs Moodle de communiquer entre eux, de s'échanger des utilisateurs, des cours, etc. Le problème de MNet, sur lequel je ne me suis pas appuyé, c'est qu'il n'y a toujours pas de doc présentable. Donc on n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Donc on a préféré attendre qu'ils avancent.
Et moi, je me suis intéressé surtout à SOAP par pure flemme, parce que j'en avais déjà fait dans d'autres systèmes. Enfin, il y a pas mal de gens qui s'intéressent maintenant à un protocole qui s'appelle REST, qui serait le futur protocole beaucoup plus simple à manipuler, paraît-il, que SOAP. À voir. Donc je voulais simplement que vous ayez trace de ces trois noms, si ça vous intéresse, pour aller voir un peu ce qu'on peut faire. On verra dans la conclusion que nous espérons faire converger tout ça. Alors SOAP, ça ne veut pas dire savon, hein. Ça veut dire Simple Object Access Protocol, donc c'est-à-dire qu'on va permettre à des classes qui ont été écrites sur un client d'accéder à des méthodes de classes qui ont été écrites sur le serveur ou réciproquement. Donc ça fonctionne comme de la programmation d'objets plus ou moins traditionnelle. Donc le transfert se fait souvent par HTTP, mais on peut utiliser un autre transport. Par exemple, on peut envoyer un mail qui va bien formater au web service et qui vous répond par mail. Pas très utile dans notre cas, mais enfin bon, on n'est pas restreint à l'HTTP. On va pas trop... Ah, la première grossièreté. Alors, pour décrire un web service, évidemment, il faut proposer à vos clients la liste des services que vous proposez, des opérations que vous proposez. Donc ça se fait par un fichier qu'on appelle un WSDL, qui est un fichier XML qui est envoyé par le serveur. Et les clients analysent ce fichier et en déduisent la liste des opérations qu'ils peuvent appeler, leur nom, les paramètres requis, le type des paramètres, etc. Alors un service VSDL, vous en avez sous les yeux une version extrêmement réduite. En gros, il y a 4 grandes sections, les types de données échangées, les messages, les noms des opérations, ensuite les prototypes, c'est-à-dire quels sont les types qui vont avec chacune des opérations, et pour finir, le binding, c'est-à-dire l'unique point d'entrée. Il y a un unique point d'entrée du web service, et on appelle ce point d'entrée, et on ajoute à la suite le message que l'on veut, enfin l'opération qu'on veut, les types que l'on veut. Alors je vais vous montrer un exemple de fichier VSDL, parce que ça vaut quand même le coup d'en voir un une fois. Rassurez-vous, si vous créez des clients, vous n'aurez jamais à travailler sur le VSDL. Mais moi, le malheureux auteur qui crée des serveurs, voilà le genre de choses avec lequel je m'amuse. Je crois qu'il y a 895 lignes de XML absolument épouvantables, qui décrivent donc finalement l'intégralité des points d'entrée. Alors le web service que l'on propose pour Moodle, vous appelez l'URL qui va bien, il vous envoie le VSDL et hop, vous pouvez l'exploiter. Donc c'est pour ceux qui ont déjà une petite idée de comment ça va fonctionner. Vous voyez par exemple qu'on explique quelque part par ici que le type complexe un enregistrement utilisateur est en fait un agrégat d'un champ d'erreur, de l'idée et de tous les champs Moodle classiques que l'on va renvoyer. Donc là, on définit le type complexe utilisateur. Bien entendu, il y a la même chose pour les groupes, les cours, etc., etc. Un peu plus bas, il y a les tableaux. Le web service que nous utilisons utilise énormément les tableaux. C'est-à-dire que si vous voulez connaître le nom de 4 utilisateurs, d'utilisateurs qui ont tel nom, tel prénom, etc., vous fabriquez un tableau avec la requête et le web service vous renvoie un tableau avec les réponses. Donc tout est sous forme de tableau, même s'il n'y a qu'une réponse. Si vous demandez le nom des détails sur l'utilisateur dont le login est auto, il y a évidemment une seule réponse en théorie, vous recevrez un tableau à un élément. Donc c'est toujours sous la forme de tableau. Donc il y a des grosses déclarations de tableau qui nous posent pas mal de problèmes, mais bon, on se débrouillera. Et puis ça continue comme ça, donc je ne vais pas trop vous assommer avec ça. Hein. Enfin vous voyez que pensez à moi, si vous me demandez que je rajoute une opération au web service, ça veut dire que je dois rajouter une centaine de lignes dans ce machin XML au bon endroit qui va bien, sans me tromper et sans casser le reste. Bien, donc ça c'est la première chose à réaliser. Si l'auteur a bien fait son boulot, vous avez un VSDL en ligne et vous pouvez directement l'exploiter. Où est passée ma petite fenêtre? Il ne va pas arrêter, j'espère. Ce serait pas sympa ça. Oui, mais précédent sur l'autre, oui. J'ai honte. Ah, j'ai honte, mais vous savez, là vous êtes méchant avec moi. Hein.
Windows Internet Explorer, c'est trop. Hein. Mais bon. Donc, la petite phrase en bas, là, heureusement qu'il y a les outils WSDL tout. Ça veut dire que dans les plupart des langages de programmation qui savent travailler avec les web services, il y a des outils qui sont capables d'aller télécharger ce fameux VSDL et de vous fabriquer les classes correspondantes. Donc ensuite, votre problème, c'est simplement de créer une instance de ces fameuses classes avec la syntaxe du langage voulu et d'appeler les méthodes avec les paramètres qui vont bien. Donc il existe bien entendu un WSDL tout Java, qui est utilisé par le client de Lille, hein, avec un client qui s'appelle Axis. Il y a un WSDL tout Python que j'ai utilisé pour interfacer le web service avec Clone, qui est notre portail. Et puis j'ai écrit un WSDL tout PHP parce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai récupéré un truc qui ne marchait pas très bien, et puis je l'ai un peu secoué, finalement il a l'air de marcher pas trop mal. Donc maintenant vous pouvez appeler WSDL tout PHP, on verra sur un exemple comment on fait ça, et vous allez récupérer une classe PHP, et puis après ça devient, je ne dis pas de la rigolade, mais presque. Alors voyons voir. Si je suis trop bavard, vous le dites. Hein. Alors, le web service fonctionne comme toute application informatique bien élevée, avec une couche de haut niveau qui correspond aux différentes opérations possibles. Il y en a 45-50 à ce moment-là. Et la couche de haut niveau appelle une couche de bas niveau qui, pour l'instant, fait appel à l'API Moodle, get record, get user, get my course, get tout ce que vous voulez. Et puis, dans certains cas bien particuliers, quand on n'avait pas trouvé notre bonheur dans l'API Moodle, on a mis du SQL bien comme il faut. Alors, à terme, dans la version pour Moodle 2.0, ma couche de bas niveau va disparaître et sera remplacée par une couche officielle Moodle. Ils vont rajouter à l'API Moodle classique une couche spéciale web service avec les entre 60 et 100 questions les plus fréquentes, les opérations les plus fréquentes qu'on a envie de faire à Moodle. Donc il y aura cette couche-là qui va être écrite par les développeurs du corps. Et nous, eh bien, on réécrira simplement les couches hautes. Moi, j'écrirai la couche SOAP. Les gens de Linux Corporation, j'espère, réécriront le XML. Et si quelqu'un a envie de faire un petit peu de reste, eh bien, bienvenue au club. Il pourra faire ça avec nous, mais on se mettra par-dessus. Et à ce moment-là, eh ben, on devrait survivre aux évolutions futures de Moodle. Bon, on ne va pas trop passer là-dessus. Si vous voulez voir comment est écrit le serveur, eh bien, de toute façon, vous pouvez télécharger les sources, elles sont sur le CDS. Hein. Le code du serveur est sympathique, c'est pas très utile, on va plutôt regarder les clients. Alors, les assistants interactifs, j'avais l'intention de vous faire une démo de SOAP 8, mais c'est uniquement sur ma machine, évidemment. Donc, il y a une démo vidéo sur le cours, si vous voulez regarder. SOAP 8 est un outil qui permet d'appeler un serveur de web service, pas forcément celui de Moodle, n'importe lequel. Ça vous donne la liste des opérations. Et après, vous pouvez tester votre web service en remplissant les blancs avec les paramètres et vous avez les réponses. Donc c'est un outil très sympa. Si vous voulez le voir, vous cliquez sur le lien. Vous avez une petite démo vidéo de comment ça fonctionne. Si j'ai du temps à la fin, ce qui m'étonnerait, je pourrais vous la montrer, mais ça ne vaut pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors, pour écrire un client en Java, eh bien, on utilise l'outil WSDL tout Java en suivant la doc de Axis. Ça se passe bien avec Axis 1.4, qui est l'outil qui était, disons, utilisé jusqu'à la fin de l'année dernière. Maintenant, il y a un Axis 2, ça se passe un peu moins bien. Mais bon, on va s'en occuper et il faudra que ça marche. Donc, on n'est pas loin d'y arriver. Je vais vous montrer un client Java. Donc là, il suffit simplement de... Bien entendu, le code source du client Java, je me suis planté. Je vais essayer de ne pas me faire avoir à ce coup-là. Ben, j'avais envie de faire un bouton droit. Ah ben non, je ne peux pas sous lui. Ah ben oui, bien sûr. Là, je vais essayer de faire ça. Alors, voulez-vous ouvrir? Oui. Avec quoi il va ouvrir ça? Oh, que j'ai peur. Oups. Ah, ça va, il montre du Java. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est et je ne veux pas le savoir. Ça m'intéresse. Voilà. Donc, si vous téléchargez le client de code Java, vous avez les incantations magiques qu'il convient de lancer pour créer le VSDL et les classes. Hein. Vous les copiez-collez, vous les mettez dans un script. Hein. C'est du standard. Hein. Pour
pour ceux qui programment un peu avec la 6, on a pour 2 minutes. Si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous allez pouvoir compiler cette classe. Reste avec moi. Vous allez pouvoir compiler cette classe et l'exécuter. Donc ça fonctionne tout à fait simplement. Vous créez une instance du service en appelant le constructeur de la classe. Vous créez une instance du port et après, vous appelez directement les méthodes du web service avec les paramètres qui vont bien. Donc dans notre cas, nous appelons ici un login pour vous connecter au web service. Si tout se passe bien, la fonction login vous renvoie une instance de la classe login-return qui vous donne la clé et le client, et ce paramètre, vous le passez à toutes les opérations. Si vous téléchargez ce client test, vous avez un test de toutes les opérations de type get. Donne-moi quelque chose. Par contre, dans le client test Java, nous n'avons pas créé un utilisateur, créé un compte, etc. Ça, on l'a ailleurs. Hein. Mais déjà, vous pouvez voir comment ça marche, hein. Ce n'est pas très compliqué à réaliser. Et si vous faites ça avec un environnement Java sympathique comme JDeveloper, etc., il vous met automatiquement les méthodes possibles et tout, donc il n'y a vraiment aucun problème pour travailler avec. Donc le client Java, pour ceux qui sont familiers avec ce langage, est relativement simple à écrire. Un petit exemple un peu plus rigolo si vous voulez. Voilà, par exemple, le bout de Java qui est ici, je vais essayer de le... Est-ce qu'on le voit un petit peu mieux? Voilà. J'ai envie de connaître la liste de mes cours. Donc bien sûr, le web service propose une méthode qui s'appelle getMyCourse, qui a besoin de, comme unique paramètre, le client et la session qui ont été ouvertes après le login, et les autres paramètres, ça peut être éventuellement l'identifiant de l'utilisateur dont on veut le cours. Si on met nul, ça veut dire c'est moi. Sinon, ça peut être un autre utilisateur. Et cette fonction vous renvoie directement un tableau de cours. Et ces tableaux de cours, chacun des éléments du tableau est une instance d'une classe qui a dans ses méthodes getID number, getShortName, enfin get tout ce que vous voulez. Donc vous allez récupérer ça et vous pouvez le manipuler directement. Donc c'est relativement simple à réaliser. Ici vous avez un exemple un tout petit peu plus évolué. Je demande à Moodle la liste des cours dont le code est 1, 2 et moins 1. Bien entendu, moins 1 est un cours qui n'existe pas, donc je vais me retrouver avec une erreur dans ce dernier cours. Donc ça, le web service fonctionne de cette façon-là. Vous lui balancez un tableau d'identifiant de ce que vous voulez. Il vous renvoie un tableau de réponses, et à chacune des réponses, il y a toujours un champ qui s'appelle error. Si le champ error est vide, c'est que le web service était content. Si le champ erreur contient une insulte, eh bien c'est que pour cette entité-là, il y a quelque chose qui ne lui convenait pas. Genre cours non existant, etc., etc. Bon, voilà un petit peu comment on peut travailler en Java, relativement simple. Olivier vous en dira beaucoup plus dans la partie démo, je pense. Non, tu ne veux pas montrer du Java? Pourtant... Alors, je vais faire précédent. C'est là que ça se passe. Tu préfères passer maintenant ou tu préfères passer après? Je vais le faire tout de suite. Là. Allez, vas-y. Donc Olivier va vous montrer... je crois que j'ai besoin de te donner l'attirail complet. Donc nous avons mis en production le web service pour interfacer Moodle avec Isup, qui est le portail maison. Un portail dans le cliché. C'est ce que Olivier va vous montrer. Alors, ça a été mon premier testeur, un des plus exigeants. Ah, tu peux y aller, normalement. En principe, je le savais comme ça. Au secours. Au secours. Voilà. Ouais. Vous êtes là? Ouais. Trop dangereux. Voilà, donc moi je vais vous parler de comment on a intégré Moodle
dans les suites, parce qu'on a une petite particularité chez nous, c'est qu'on n'aime pas les inline frames, et qu'on a surtout plusieurs serveurs Moodle. Oups, pardon. Donc voilà, le but à atteindre, c'était donc d'intégrer en fait l'offre de cours Moodle dans les suites, bien sûr profilé par utilisateur, l'utilisateur ne voyant que ces cours, avec la particularité d'avoir plusieurs Moodle, donc 2 Moodle, et avec aussi la particularité d'avoir 2 Moodle différents, donc 2 schémas de base de données différents, sachant qu'il y avait un canal existant dans les suites portail, mais qui attaquait directement les bases. Donc, avec ces problématiques-là, on s'est vite rendu compte qu'on ne pourrait pas l'exploiter, il était mono Moodle, et dépendant de la version de Moodle, donc là, la solution, c'était d'exploiter le web service de M. Paulet, qui s'est avéré, ma foi, assez efficace. Donc les technologies, c'est du Java, donc on a SUP, on a de la portlet derrière, on a évité de faire des canaux, comme ça peut être portable assez facilement. On a du Spring, et puis on a du Axis pour la partie web service, parce qu'on avait des problèmes d'encodage, de normes de web service. Donc on a dû garder Axis 1 et pas utiliser toutes les nouveautés qu'il y a dans Axis 2 ou Crossfire ou d'autres frameworks. Mon architecture, c'est ça. Donc on a le portail, la portlet, bon, vous pouvez repartir du plus haut, la vue, le contrôleur, un service d'agrégat. Ce service d'agrégat, ça permet d'avoir en fait les résultats de plusieurs sous-services de requêtage via le web service aux différents Moodle. Et tout ceci avec du cache et beaucoup de cache, parce que sur les requêtes de lecture, ça prend un temps assez phénoménal quand même les allers-retours. Donc le mieux, c'est de mettre du cache de partout pour que l'utilisateur, derrière, une fois la première requête partie, soit globalement assez tranquille dans la navigation. Et tout ceci, en vrai dire, ça fonctionne pas trop mal en production. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de vous le montrer. C'est clique là-dessus, c'est bon. Non, mais moi ça me plaît pas ça. Alors le truc en fait, c'est que nous on est assez fan des web services, donc parfois il y a des ralentissements assez énormes. Et on est quelque part par là. Voilà. Là il y a beaucoup de choses sur cette page. Et là il y a mon Moodle à moi. En fait, vous voyez que j'ai pas grand chose dessus, mais parce que j'ai pas grand chose à y faire. C'est très simple en fait, vraiment on a gardé les informations essentielles, le code du cours, le nom du cours, enfin le libellé en gros, le rôle principal de la personne et 2-3 petites actions qui correspondent à voir les informations du cours. Donc il y en a qui doivent être assez rigolotes. Voilà, ça vous donne les informations, qui, quoi, comment, qui sont les enseignants. Éventuellement, si le résumé est un peu plus violent, ça vous fait un joli résumé. Toujours une petite possibilité d'accéder au cours. Et puis après, on a aussi le traitement des dernières modifications sur le cours. Donc là, c'est la liste des dernières modifs. C'est la liste des dernières modifs, voilà, avec le type. Et puis en fonction de son rôle, en fait, quand un étudiant, par exemple, il y a certaines modifications qu'il ne verra pas, mais comme dans Moodle, à vrai dire, des modifications qui sont, je ne connais pas en fait le fonctionnement, cachées, ouais, qui sont disponibles qu'aux enseignants, a priori. Le web service a un point d'entrée qui s'appelle Get Activité, qui vous renvoie les dernières activités sur un cours, et on rajoute l'attribut visible ou non.
Donc selon le rôle de la personne qui interroge le web service, on lui montre ou pas. Comme lui est tuteur du cours, il a bien sûr le droit de voir les activités récentes cachées. Un élève qui les verrait. Et après, quand je vous parlais de cache, en fait, bah là, typiquement, toutes les opérations de tri, elles sont faites qu'à partir des données du cache. Les données sont quasiment plus jamais rappelées. Enfin, c'est un paramétrage, je crois que moi je l'ai paramétré à 1 heure, quelque chose comme ça, pour éviter d'être trop violent et de trop surcharger Et du coup, c'est ultra rapide, quoi. Mais ça, faut pas hésiter à en faire, enfin, surtout pour faire de la présentation, ce genre de choses, parce que sinon, c'est vraiment trop lent. Particulièrement cette partie-là, parce que la récupération du rôle, il n'est pas dans la liste, la première liste qu'on reçoit, si bien qu'en fait, là, on fait N+1 requête saut. Et c'est vraiment super violent, comme M. Collet qui est administrateur sur les deux, qui voit tous les cours, je ne sais pas pour quelle raison, il y a je ne sais combien de centaines de cours, il faut 35 secondes pour tout remonter, c'est violent, ouais. Par contre, après, ceci dit, une fois que c'est dans du cache, et puis on n'a rien optimisé, donc une fois que c'est dans du cache, ça va super bien, c'est tout triable dans tous les sens. Et puis bon, le grand intérêt, c'est voilà, je vois que mes cours, qu'ils soient sur le Moodle du premier cycle ou du second cycle, j'en ai absolument rien à faire. Quoi que je fasse, il suffit que je clique dessus, et puis j'y vais, et je ne me prends pas la tête à savoir sur quel Moodle je dois aller, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Sachant que dans les versions actuelles, il n'y a toujours pas l'agrégat. Nous, on l'a fait essentiellement pour ça. Quand on avait un Moodle 1.6, un Moodle 1.7, on s'est dit, bon, allez, c'est parti, on fait quelque chose avec ce qu'on a. Et voilà ce que ça donne, quoi. Mais globalement, c'est assez efficace. Et donc derrière, avec toutes ces méthodes du web service, effectivement, comme on entendait les débuts de présentation qui étaient de dire comment peupler Moodle, l'avantage c'est qu'avec le web service, on peut aussi peupler Moodle. Et pour la pérennité de ce genre de choses dans le temps, effectivement, il faudra qu'à chaque fois, à chaque version de Moodle, il faut réadapter le web service, mais les points d'entrée du web service, eux, ne changent pas. Donc, au moins, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a des méthodes pour peupler Moodle, il suffit de faire des appels web service pour le peupler avec. Et inversement, pour récupérer des informations, typiquement pour interfacer avec une autre application, quoi. Et puis des usages, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Voilà. Non, ça va aller. Tu me donnes le Ouais. Je fais plus sur le... Ah non, pas de problème. Allez. Bon. Bien. Donc, merci Olivier. Et puis on va terminer, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que pas mal de précédents. Ouais, c'est bon. Ouais. Je crois que j'aurais intérêt à revenir là. Ah non, pas encore. En fait, c'est... Bon, pour ceux qui font du Python, c'est pratiquement la même manip. On utilise le VSDL. Alors en production, on a le même que mon Moodle, mais en Python, puisque moi j'utilise Clone comme portail, et donc j'avais besoin d'un client en Python. Donc c'est le même principe. Alors, si vous voulez écrire des clients en PHP, nous avons des exemples de clients, mais il y a peut-être plus simple sur la page du cours. On va simplement les regarder directement dans la page du cours. Ça ira plus vite. Vous montrer comment on écrit un client en PHP, ou à quoi ressemble un client en PHP. Voilà, les scripts. Donc, évidemment, il y a une série de scripts à récupérer sur le poste client. En fait, il y en a 3. Il y a le fameux VSDL du PHP qui va vous permettre de créer les classes. Vous le lancez. Et je vais vous donner directement un exemple de client, ce sera plus simple, j'espère qu'il va bien vouloir le montrer. Ouvrir, oui, mais avec quoi, je ne sais pas. Oups. Project Builder, non, avec quoi il l'a ouvert? Dreamweaver, oula. Mamma mia. Bon, c'est pas moi. Ah d'accord, hein.
peut-être qu'en haut c'est bon. Hein. Alors là, je suis un peu. J'aurais pu faire ouvrir avec le bloc-notes, non ça... Voilà, c'est voilà ce truc. Ah, open là, voilà. Il est tout en. Bon, de toute façon, la partie intéressante se situe à la ligne 35. Tout le reste, c'est du blabla. Donc, vous n'avez simplement qu'à faire un require once, Moodle WS, classe qui a été générée par WSDL tout PHP. Ensuite, j'ai rajouté un require auth, c'est-à-dire que dans ce fichier, il y a le login et le mot de passe de la personne. Et ensuite, bon là, ça permet de tester le web service en ligne de commande. Si j'avais ma machine, je vous l'aurais montré. Vous créez une instance du web service qui est ici. Et ensuite, on est parti. Vous appelez la méthode login, vous appelez la méthode getUserByCourse et vous appelez la méthode logout et c'est terminé. Alors le script que je vous montre, c'est un script qui permet d'exporter en CVS la liste des utilisateurs d'un cours. Et qui vous le renvoie directement en CVS. Donc le code correspondant au web service, ça correspond à ces lignes qui sont ici. Et en dessous, vous avez le code traditionnel PHP. Maintenant que vous avez un tableau d'utilisateurs, eh bien vous les expédiez en CVS, ça c'est du classique. Hein. Exploser le tableau, etc. et l'envoyer en CVS. Donc le code du web service est relativement simple. Donc les clients PHP sont très faciles à écrire. Je vous laisse regarder les exemples hein, sur la page de cours. Je vais le faire, je ne sais pas. Tellement. Ça doit être celui-là, je crois. Non, c'est celui-là. Bien, on va peut-être abréger. Bon, les limitations. Ah, on va être optimiste, on va dire qu'il n'y a pas de limitation. S'il y en a une, le login et le mot de passe qui sont utilisés pour ouvrir la session doit être un compte manuel. Pas CAS, bien entendu. LDAP, ça devrait marcher, mais je ne le garantis pas. Donc on regardera cette partie-là. Mais un compte manuel est bien. Bien entendu, toute opération tentée sous ce login, les droits de l'utilisateur seront contrôlés. Donc si vous vous loguez avec un login admin, vous pouvez tout faire. Si vous vous loguez avec un login d'un prof, vous ne pourrez avoir que la liste des enseignants d'un de vos cours ou du cours qui vous intéresse. Donc c'est relativement bien contrôlé. Les rôles Moodle sont à peu près correctement gérés. Moi j'ai eu le même problème que Frédéric. Le passage en A8 a été un peu rapide, donc bon, je ne vais pas tout tester sur ce coup-là. Mais... N'oublions pas qu'à terme, cette partie interne de gestion des rôles devrait disparaître. Et c'est la couche que nous proposent les développeurs du cœur de Moodle que nous allons utiliser. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Je préférerais plutôt ajouter des limitations. Bon, limitation côté serveur, à la limite, vous vous en foutez, c'est mon problème. Hein. Donc on va passer à la suite directement. La sécurité, je crois vous en avoir déjà dit. Donc utilisez un compte admin. Et puis bien entendu, votre Moodle devient accessible par HTTP, votre Moodle, /VSTP. Si vous appelez ce lien, évidemment, hop, vous envoyez le VSTL et c'est donc le point d'entrée possible. Donc on vous recommande de sécuriser le dossier VSTP avec un HT Access classique que n'importe qui n'aime pas vous embêter. Nous, chez nous, il y a 2-3 machines qui peuvent y rentrer. L'idée, ce serait d'enregistrer dans la BD Moodle avec une table supplémentaire les adresses IP des clients autorisés. À ce moment-là, ça nous permettrait d'avoir une petite interface d'administration sympathique. On verra ça à l'occasion quand je saurai faire les formulaires Moodle. Les évolutions, eh bien, j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir les gens de Lille. Je crois qu'on va bien s'amuser ensemble. C'est parfaitement complémentaire. Eux se sont bien concentrés sur ajouter des éléments à un cours. Et moi, c'est une partie que je n'ai absolument pas traitée. Donc, je crois qu'à deux, on va bien s'arranger. On va essayer de proposer une série d'opérations sur la plupart des entités Moodle classiques. Cours, catégories, inscriptions, etc. La couche base, j'en ai déjà parlé. Donc, bientôt, je vais virer la mienne et je mettrai l'officiel. Quand elle sera prête. Et puis, une suggestion que j'avais envie de vous proposer, c'est le problème du compte admin. Essayer de bricoler un peu le mécanisme d'authentification de Moodle pour que le compte admin que l'on
donnerait aux développeurs des autres systèmes ne puissent se loguer que par le web service et ne puissent pas se loguer sur votre interface classique. Ça ne doit pas être très violent à réaliser, parce que moi ça me pose quand même un petit problème, même si j'ai une grande confiance dans Olivier, de lui filer le login admin de mon instance Google. C'est une limitation gênante. Ah bah voilà. Oui. Le web service, il interroge la base de données. J'essaye d'appeler l'API de fonction get, record, get, etc. le plus possible. Okay. Il n'y a que dans les activités les plus récentes d'un cours, on ne peut pas les sortir. Il n'y a pas encore de fonction Google get récente activity. Donc là, je suis obligé de faire du SQL. D'accord. La plupart des autres, j'appelle l'API Moodle, donc je suis relativement tranquille sur la pérennité. Et à terme, toute cette partie-là devrait se... Non, parce que justement, je ne comprenais pas pourquoi il y avait besoin de web service spécifique à Moodle, si en fait on attaquait une base, non, mais à part peut-être dans le respect des règles. C'est que pour l'appeler, vous devez faire du PHP, et vous devez être sur la même machine que Moodle, puisque vous allez commencer tous vos scripts par require toutes les bibliothèques de Moodle et toute la config. Oui, parce que vous appelez les fonctionnalités Moodle et pas voilà. la base de données. Oui, non, D'accord. Parce qu'à part le respect des règles de confidentialité ou de groupe et tout ça, je ne comprenais pas pourquoi il y avait besoin de quelque chose de spécifique à la plateforme. En fait. Disons, dans le dossier qui s'appelle lib, Moodle a une petite dizaine de bibliothèques, DataLib, DBlib, Accesslib, etc. Et il est fortement recommandé de les utiliser, parce qu'elles évoluent au fur et à mesure des personnes. Alors que si vous attaquez directement à la base de données, d'abord vous aurez un problème, parce que certaines instances de Moodle sont sous Postgres, d'autres sous MySQL, donc vous êtes coincé, et puis ensuite ils ne vous garantissent pas que la base de données évoluant, votre SQL ne deviendra pas un même. Donc c'est pour ça qu'il y a une très grosse API Moodle qui est pas mal documentée. Hein. Il y a un site qui s'appelle Moodle Xref. C'est un produit classique PHP Xref qui permet de documenter du code PHP. Et donc il y a un site qui s'appelle, à mon avis, un Google Xref Moodle pour mettre dessus du premier coup. Et là vous avez la liste de toutes les fonctions Moodle en référence croisée avec les commentaires. Donc on arrive assez rapidement à retrouver son moteur là-dedans. Mais Valérie Fenot, je crois qu'on en parlera demain, de comment on écrit un bloc Moodle. Il me semble qu'il y a un cours là-dessus, et il va vous présenter, je pense, un module. Oui, il a commencé déjà. Ouais. Merci. Ça a répondu complètement. Oui. Il me semble que nous avons tous soif. Oui, qui sera par-dessus l'API initiale. Pourquoi c'est un point spécifique? Pourquoi ça ne sera pas utilisé par les autres? Je comprends pas. Parce qu'ils ne peuvent pas nous garantir que l'API Moodle actuelle, qui est prévue pour être appelée par Moodle, par des bricoles qu'on pose dans Moodle, sera pérenne. Ça veut dire qu'il y a une divergence entre... Ils vont rajouter des, comme d'habitude, ils vont rajouter des paramètres, ils vont rajouter des trucs. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir une divergence entre ce qu'on pourra faire avec le web service et ce qu'on pourra faire Voilà. avec le Moodle. Mais l'idée, c'est que la couche spécifique web service puisse être appelée par SOAP, REST et XML directement. Et c'est elle qui appellerait l'API Moodle. Ça fait une rondelle de plus, mais bon. À mon avis, c'est pas ça le plus lent. C'est pas ça le plus lent. C'est l'XML. Si on devait attaquer une base de données comme 4D par exemple. Comme 4D. oui, c'est le principe. Parce qu'il utilise un serveur swap en fait. C'est exactement Et avec la fonction client de Moodle, on peut intégrer. Exactement. Si vous installez Visual Studio, les produits de développement classique de développement en C dièse, vous allez quelque part dans les menus ouvrir un web service et vous allez récupérer, si vous envoyez l'URL qui va bien, la liste des opérations. Et vous pourrez programmer directement en C dièse comme ça. Moi je le fais avec les développeurs en Java et d'autres le font avec d'autres produits. L'idée de base, c'est que nous publions dans le VSDL, le WSDL, la liste des opérations. Et les clients n'ont pas l'arrière. C'est le problème de pas nous prendre. Merci. Et le web service que vous avez développé, c'est sur quelle version de Moodle? 1.6? Il a commencé sur un 6, il est passé en un 7, on m'a dit qu'il fonctionnait en un 8, et j'espère qu'il ne cassera pas trop fort en un 9.
pratiquement eu aucun retour en modification et suppression. Il y a des points d'entrée, tirer un cours, etc. Alors, sur le cours, je vous laisse consulter si ça vous intéresse, vous avez la liste de tous les points d'entrée, c'est un wiki. J'ai commencé à les documenter, vous pouvez rajouter dessus, mais sur le site officiel, enfin sur mon site, vous en avez un. Donc le produit est maintenant dans le CDS Moodle, donc il s'appelle WSPP, puisque PP c'est des initiales, mais à terme, le PP va disparaître et il s'appellera WSPP.